Alors, il y a eu une belle introduction juste avant. Vous avez remarqué, ça chauffe. Je ne vais pas revenir sur les causes. Le fait est que on voit que donc les spécialistes du climat nous montrent que la température augmente et puis que ça ne va pas forcément s'arranger dans les années qui viennent. Il y a des pronostics qui vont jusqu'à plus 6 degrés à l'horizon 2100. Alors pourtant, on ne pourra pas vraiment dire qu'on ne savait pas. Hein. Il y a, donc dans les années 1800 et quelques, Joseph Fourier, il avait déjà mis en évidence la notion d'effet de serre. Et puis Arrhenius, peu de temps après, il dit la génération de carbone anthropique va faire augmenter la température. Donc ça, c'était déjà il y a fort longtemps. Et il a fallu attendre 200 ans pour que collectivement, on se préoccupe de cette question et qu'on organise un petit peu de comment on allait gérer ce problème climatique. Et ça, c'était il y a déjà 30 ans. Et puis aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui a bougé? Les jeunes essayent de nous remobiliser sur ces questions, mais on n'a pas encore complètement avancé. Alors, je vais essayer de repartir un petit peu sur cet effet de serre, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais peut-être ça vaut le coup de reprendre 3 minutes pour essayer de comprendre comment ça marche. Alors, les gaz à effet de serre, le premier d'entre eux, c'est l'eau. Ensuite, il y a le dioxyde de carbone, le méthane, il y en a un certain nombre d'autres comme ça. Et ça nous fait comme une couverture au-dessus de la planète, et cette couverture, finalement, elle est vachement bien. Sinon, la Terre, elle ne serait pas habitable. Sans les effets de serre, on serait aux alentours de moins 20 degrés. Grâce à l'effet de serre, on a une planète qui est devenue habitable. Le problème, c'est qu'on a dégagé un certain nombre de gaz ces dernières décennies qui ont modifié cette couche-là, et petit à petit, du coup, on a une élévation des températures. Et aujourd'hui, on voit que ça pose un certain nombre de problèmes. Alors, ces effets de serre, donc je vous l'ai dit, c'est notamment le dioxyde de carbone. Alors, le carbone, si on fait un petit peu le bilan carbone au niveau de notre système, où est-ce qu'on en trouve? On en trouve, on va dire, sous 4 formes. Dans les océans, ça peut être solubilisé dans l'eau ou sous forme de sédiments. On en trouve en souterrain, sous forme de charbon, de pétrole, de gaz. On en trouve sur la terre, dans la roche, dans nos forêts, dans tous les systèmes animaux vivants, et puis on en trouve dans l'atmosphère. Le problème, c'est que ces dernières décennies, on a pas mal déstabilisé tout ça. Si je reviens sur le carbone terrestre, lui, il est à l'équilibre. Quand on considère une forêt, cette forêt, elle est à l'équilibre. Quand on dit l'Amazonie, c'est le poumon de la planète, l'Amazonie, c'est une grande masse de carbone qui est stockée sous forme solide sur la Terre, mais ça stocke plus beaucoup. Hein. La capacité d'absorption de nouveau carbone par l'Amazonie est relativement faible. Par contre, ce grand stock-là, alors pourquoi c'est stable? C'est parce que, en gros, l'arbre, pendant sa jeunesse, il va capter du carbone par la photosynthèse. Ce carbone va s'accumuler dans la plante. La plante va continuer de grandir, mais tout être vivant a une fin de vie. Et en fin de vie, la plante va mourir, l'arbre va tomber, va être dégradé par les micro-organismes qui vont relâcher du CO2. Et donc, on est sur un système fermé. On est à l'équilibre. Alors maintenant, si je regarde un petit peu ce qui s'est passé ces dernières décennies, on a énormément puisé sur les stocks de carbone qui étaient stockés sur la planète. D'abord sur le carbone souterrain, le charbon, le pétrole, le gaz. Et puis, sous forme de déforestation, il y a une grande quantité de végétal qui a été remise dans l'atmosphère. Et puis on a construit en utilisant des procédés qui dégageaient du dioxyde de carbone aussi. On a déforesté notamment pour faire de l'agriculture parce qu'il y avait tout un tas de changements d'usage des terres. Si on fait le bilan aujourd'hui, on a à peu près 80% de ces émissions qui est issue donc de ce qu'on a déstocké du souterrain, le pétrole, le gaz et le charbon, 15% pour la déforestation et 5% pour le ciment. Et ça, on est souvent au moins au courant. Pourquoi pour le ciment? Parce que la fabrication du ciment, intrinsèquement, c'est je prends du calcaire, CaCO3, et je vais supprimer un CO2 que je vais envoyer dans l'atmosphère pour garder du CaO. Et du coup, le ciment à lui tout seul représente 5% des émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, si on veut aller à l'encontre de ce processus, qu'est-ce qu'on peut faire pour restocker du carbone? Alors, on a vu que nos océans, on n'y est pour rien, mais ils ont restocké, mais ça a posé un certain nombre de problèmes d'acidification qui continuent. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Finalement, on ne peut agir pas sur grand-chose, mais on peut agir sur les forêts. On en a beaucoup parlé. On peut agir sur les forêts, mais je vous ai dit, c'est un cycle fermé. Donc, si on veut pouvoir agir, il va falloir qu'on sorte du bois, mais qu'on ne le laisse pas périr. On va stocker ce bois, on va le sortir. Le fait de sortir ce bois va laisser de la place pour de nouveaux arbres pour grandir, qui, eux,
pour stocker du carbone. Et ce bois que j'ai sorti, si je veux le stocker, il faut que je le stocke le plus durablement possible. Donc je vais m'en servir. 1 mètre cube de carbone, c'est une tonne de CO2 qui est stocké. Donc utiliser un produit en bois, j'ai des coûts de fabrication, des coûts énergétiques de fabrication, mais j'ai surtout un très gros stockage. Et le deuxième effet, c'est que si je n'avais pas utilisé, là par exemple, cette palette en bois et que j'avais pris un produit d'origine plastique, par exemple, eh bien, j'aurais eu là d'autres coûts, c'est-à-dire des coûts pétroliers d'aller extraire du carbone et des coûts énergétiques. Je l'ai pris sur cet exemple, je peux le prendre sur un autre exemple où là, ça ne va pas être tant la composition. Là, je suis sur une fenêtre en aluminium. La fenêtre en aluminium, on a des coûts énergétiques de production qui sont énormes. Donc, avec le bois, on gagne 2 fois. Et peut-être qu'on gagne 3 fois même. Parce qu'en fait, si on peut se substituer à d'autres matériaux, c'est ça qu'on évite. C'est tous les dégâts associés, que ce soit l'exploitation pétrolière, ou que ce soit l'exploitation du calcaire pour fabriquer du ciment, ou les minerais pour faire de l'aluminium ou de l'acier, ça a de toute façon des impacts colossaux d'un point de vue environnemental. Un dernier point où on va être gagnant sur le bois, ça va être la fin de vie du produit. En fin de vie, le bois, il est recyclable, c'est-à-dire que la palette, on va pouvoir en faire un panneau de particules, par exemple, en la mettant en copeaux. On va pouvoir en faire une valorisation énergétique, c'est l'essentiel de la valorisation aujourd'hui qui est faite, c'est-à-dire qu'on va pouvoir alimenter des centrales thermiques qui vont produire de l'énergie. Et puis si par hasard on la perd dans la nature, elle est biodégradable. Et ça, il y a quand même un enjeu énorme quand on voit la problématique du plastique qui est en train d'envahir nos océans, ou même si vous vous baladez dans l'arrière-pays, régulièrement on tombe sur des vieux objets qui ont été oubliés il y a peut-être fort longtemps, mais qui sont toujours là. Alors il faut quand même se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un risque sur nos forêts, hein. Si on commence à vouloir tout faire en bois, est-ce que c'est réellement viable? Alors la forêt, je vous l'ai dit, hein, le bois c'est un matériau renouvelable. Renouvelable, ça veut dire que quand je vais prélever du bois, en fait je vais laisser de la place où il y a du nouveau bois qui va pouvoir se fabriquer. Pour ça, il faut que ce soit géré durablement, c'est le cas de la forêt française. Et parce que la forêt est gérée durablement, on va avoir une croissance. Et si je prends le cas de la forêt française, c'est le cas de l'ensemble des forêts européennes d'ailleurs aussi, on est en croissance. C'est-à-dire que depuis plusieurs dizaines d'années, on n'utilise pas tout le bois qui chaque année est fabriqué par la forêt. On en utilise un peu plus de la moitié, mais pas plus. Ça veut dire qu'on a encore une marge. Donc on a un stock de bois qui augmente en Europe aujourd'hui et dans lequel on peut aller puiser. Cette forêt, elle nous apporte du bois, mais elle nous apporte beaucoup plus. Elle nous apporte une grande richesse de biodiversité, elle permet d'héberger un certain nombre d'espèces. C'est un filtre pour les poussières, elle a des rôles dans l'épuration de l'eau, elle a de nombreux atouts comme ça. Et la forêt, si on veut la préserver, finalement, les usages du bois dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, c'est peut-être là qu'est l'enjeu majeur. Les usages du bois, ils donnent de la valeur à la forêt. Aujourd'hui, on l'a vu au Brésil, on le voit un petit peu partout, il y a de nombreux conflits sur les usages des terres. Avec cet espace-là, est-ce que je dois faire un centre commercial? Est-ce que je dois faire un parc d'attractions? Est-ce que je dois faire de l'agriculture pour faire de l'élevage? Si j'ai le choix entre une forêt qui n'a pas de valeur et cet usage, le choix est compliqué économiquement. Si le bois prend sa juste valeur, alors j'ai intérêt à investir dans de la forêt, à préserver de la forêt, et notamment en Amazonie. Alors, on l'a vu, donc un certain nombre d'atouts, mais est-ce qu'on peut tout faire avec le bois? Est-ce que réellement le bois peut se substituer à l'ensemble des matériaux qu'on utilise aujourd'hui? Alors quand on dit le bois, c'est souvent les bois, on a une diversité d'espèces en France et dans le monde, qui est phénoménal, et donc on a toute une diversité de produits associés. Mais même en restant dans des cas simples, vous voyez que le bois, il a évidemment des propriétés de structure, parce que c'est pour ça qu'il a été fabriqué par l'arbre, mais il a des propriétés hygroscopiques qui font qu'il est un bon régulateur climatique dans l'habitat, il a des bonnes propriétés, par exemple, pour faire du papier, il a des propriétés gustatives qui sont très, très, très intéressantes pour faire du vin, etc. Donc on a toute une palette d'usages. Maintenant, si je reviens à ma question de départ, qui est l'enjeu d'utiliser du bois pour stocker du carbone, là finalement on se rend compte que ce qui est important, c'est de trouver des usages où on va avoir des temps de stockage très longs
et sur des très gros volumes. Et ça, on va le trouver dans la construction bois. Construire en bois, on sait faire. On sait faire depuis longtemps. C'est le matériau qu'on a toujours utilisé pour faire notre habitat. Et notre patrimoine regorge de structures de ce type, assez exceptionnelles. Pourtant, dans ce contexte-là, on a utilisé presque tout le temps des matériaux massifs assez peu transformés. On a mis en œuvre des poutres qu'on a taillées dans des arbres, donc on a pris des blocs de bois dans des arbres, et dans ce cadre-là, le bois est résistant, léger, facile à transformer. Mais la seule limite, bien sûr, c'est la taille des arbres. Donc, on a fait évoluer nos savoir-faire, on a mis de la technique, on a mis du progrès pour faire une vraie révolution. Et la construction bois s'est révolutionnée ces dernières années, ces 20 dernières années. Elle s'est révolutionnée en apportant des nouveaux produits. On a fait des processus d'aboutage, de reconstitution, de collage, de croisage. On a fait des plis croisés, des plis cloués. On a offert aux ingénieurs structures différents types de produits pour réaliser des ouvrages. Tout ça incluant énormément de bois. Aujourd'hui, on sait faire des structures avec des très grands volumes. On sait faire des parkings à avions par exemple, avec des bâtiments qui font jusqu'à 100 mètres de longueur, 12 mètres de hauteur, mais surtout avec des poutres qui font 2 mètres de haut, avec des longueurs de 34 mètres. Ça, c'est des choses qu'on sait faire aujourd'hui. Et par exemple, ici, on stocke 380 tonnes de CO2 pour faire un hangar comme ça. On sait faire aussi des grandes portées. Pour faire des stades, on ne peut pas avoir, pour respecter la fonction, des piliers au milieu, c'est pas possible. Donc il faut qu'on ait des très grandes portées. Jusqu'à 80 mètres de portée, par exemple, pour ce stade, on vient préfabriquer des treillis, comme le fait la filière métallique. Et puis, on va assembler sur site pour faire la charpente de ce bâtiment-là. On va garder le métal uniquement où on a besoin, juste dans les zones d'assemblage et dans certains points d'ancrage. Aujourd'hui, construire en bois permet une grande liberté de forme. On peut faire des formes complètement libres. Les architectes savent imaginer des choses incroyables. Et en bois, on arrive à y répondre aujourd'hui. On peut faire des formes de résine, comme des textiles, dont les fils sont des poutres, des petits éléments de bois qu'on vient tisser et qu'on vient poser sur les bâtiments pour faire des formes complètement libres, complètement incurvées de ce type. Et puis on sait aussi faire des supports de verrière, par exemple. On sait dans ces cas-là qu'il faut des éléments extrêmement raides, on ne peut pas tolérer de déformation, on doit résister au vent, mais on arrive avec des poutres comme ça, on la met les feuilletées, à mettre en place du bois dans ces structures-là. Et puis on sait que le bois, il travaille avec l'eau. On sait qu'il va évoluer dans son comportement, mais ça aujourd'hui on le connaît suffisamment bien pour faire des centres aquatiques, des piscines, des patinoires. Et puis on va le mettre aussi dans des environnements un petit peu plus compliqués. Ici par exemple au Canada, pour faire le tablier d'un pont, on a mis en place des poutres en bois pour arriver à faire ce pont-là. Mais là où le secteur va être déterminant, c'est quand on va vouloir urbaniser. On va faire des écoles demain qui seront plus évolutives, plus faciles à concevoir, en faisant des modules préfabriqués qu'on va mettre en place sur site, un peu comme des Lego, et ça va permettre de faire facilement une surélévation, une extension, pour faire une classe de plus, inclure un élément pour un médecin, par exemple, ce genre de choses. Mais là où on va être déterminant, nous en tant que clients, que maître d'ouvrage, ça va être dans l'habitat. Et c'est là que l'image du bois va être importante. On sait aujourd'hui faire des habitats contemporains avec, par exemple, pas des chalets, des maisons qui ont un style complètement moderne. Cette maison est complètement en bois. Les planchers, les murs, les plafonds, tout est en bois. Et là où on va surtout gagner, c'est dans le résidentiel collectif. C'est pour faire des bâtiments de grande envergure. Par exemple, un bâtiment ici de 18 niveaux, qui est fait uniquement avec 9 personnes sur site, entièrement préfabriqué, et on vient amener les éléments sur les chantiers. On n'a pas de stock ici quasiment sur le chantier. On vient lever les éléments, les mettre en place, et on passe à l'étage suivant. Ce bâtiment est fait en 2 mois. C'est 3 fois moins que pour faire le même en béton. Et c'est le choix de cette rapidité qui a été fait pour le village olympique à France 2024. Cette rapidité de chantier, on va avoir 40 ouvrages à construire en moins de 4 ans. Et la seule alternative possible, c'est de le faire en bois. Là où on va aussi faire évoluer la filière, c'est d'aller faire des bâtiments de plus en plus hauts. Il y a 10 ans, on faisait des bâtiments jusqu'à peu près 30 mètres de hauteur. Aujourd'hui, on a à peu près presque triplé, on fait des bâtiments à 80-90 mètres de hauteur. Et demain, on a des projets avec des tours, des gratte-ciel jusqu'à 300-350 mètres.
On doit intensifier notre culture d'utiliser du bois dans différents secteurs, mais surtout dans le bâtiment. On doit accentuer notre culture scientifique. On doit faire de la formation envers les jeunes, parce que l'avenir, il n'est plus dans nos carrières, il est vraiment dans nos forêts. Merci à vous.